Bonjour à toutes et à tous. Je suis Christophe Barou de la société Docker. Et Stéphane Voilet, Docker. Merci de nous avoir rejoints pour ce webinaire sur Docker et nos solutions entreprises. Ce que je vous propose, c'est de démarrer immédiatement ce webinaire. Donc, nous allons commencer par une introduction sur ce qu'est notre solution entreprise. Et puis Stéphane fera ensuite une démonstration de la solution. Ce que je vous propose, c'est avant qu'on ouvre pour une session de questions-réponses, c'est de ne pas hésiter à chatter de façon à ce que soit nous puissions vous répondre au même moment, soit nous puissions répondre à votre question par la suite. Voilà. Donc, Docker, vous connaissez peut-être déjà Docker. Il faut voir Docker comme le leader aujourd'hui comme fournisseur et comme sponsor du projet de container du même nom. La société a été fondée en 2013 avec donc comme objectif de résoudre un problème qui était récurrent, qui était le fait qu'une application qui a été développée dans un environnement ne pouvait pas fonctionner quand on voulait, par exemple, la tester sur un autre environnement. Ça, c'était le démarrage. Maintenant, Docker permet de résoudre beaucoup de problématiques différentes et nous y reviendrons par la suite. Docker, c'est à la fois aujourd'hui le sponsor de ce projet open source qui a changé de nom. Nous en parlons également. Aujourd'hui, ça s'appelle Moby. Et c'est donc l'éditeur de logiciels de la solution open source avec support qui s'appelle Docker Enterprise Edition. Voilà, l'idée, c'est aujourd'hui d'aider nos clients à transformer leur IT dans le cadre de différentes choses, de plans de transformation digitale par exemple, ou de mise en place de DevOps ou de CI/CD, Continuous Integration, Continuous Delivery. Alors depuis la fondation de Docker, beaucoup de choses ont évolué. Là vous avez quelques chiffres, donc je vais citer peut-être 2-3 exemples. Là il y a plus de 14 millions de hosts Docker qui ont été déployés, plus de 900 000 applications qui tournent au format Docker. En termes de croissance pour les offres d'emploi qui ont été publiées pour rechercher des profils Docker, c'est colossal. Et puis aujourd'hui, c'est une communauté avec plus de 3000 contributeurs qui aident à faire évoluer Docker, sachant que toutes ces personnes contribuent, ce sont des personnes et des entreprises. Et puis derrière, donc Docker, qui est sponsor, fait le choix des fonctionnalités qui vont être intégrées à la fois dans la version open source et puis dans la version entreprise. Alors, comme je vous le disais, Docker est en fait à la croisée de différents mouvements qui se produisent en ce moment. J'en citerai peut-être 3 à chaque fois. C'est tout ce qui est multi-cloud et hybridation. Donc à la fois multi-cloud en interne, c'est-à-dire nos clients veulent utiliser Docker sur différents data centers, sur différents clouds privés, sur de la virtualisation à base de VMware, sur de l'OpenStack, sur éventuellement de l'OpenStack qui va être chez un hébergeur externe. Et puis, nous voyons arriver des projets où là, l'objectif, c'est de faire un mix entre du cloud privé interne et puis du cloud public. Et grâce à la portabilité que permet Docker, ça va être réalisable. Voilà. Au niveau... On va en parler sans doute après, mais on peut aller sur n'importe quel cloud public. Comment ça se passe par rapport à ça? Alors, c'est une bonne question. Aujourd'hui, Docker est disponible avec un format, ce qu'on appelle des éditions spécifiques en fait. Donc, vous pouvez utiliser ces formats prédéfinis pour déployer Docker sur Azure, sur Amazon, et puis aujourd'hui en bêta sur Google Cloud Platform, sachant que ça n'empêche pas de déployer Docker sur un CloudWatt Orange ou un OVH. En revanche, là, ça devra être fait à la main, ce qui est quand même relativement rapide. Voilà. L'autre mouvement important, c'est tout ce qui est modernisation des applications.
notamment des applications traditionnelles, avec là la possibilité de containeriser une application pour ensuite faire évoluer son architecture et puis éventuellement aussi faire évoluer son infrastructure. L'idée, c'est de préparer le futur et c'est de préparer par exemple l'introduction des fameux microservices pour pouvoir faire évoluer ces applications plus rapidement. Ouais, et sur ce domaine-là, en fait, je crois que les containers sont très intéressants à être utilisés parce que dans cette démarche de modernisation des applications traditionnelles vers du container, on peut profiter de la capacité du container à s'adapter en termes de taille. On peut avoir des containers très gros, très similaires à une machine virtuelle. Je crois qu'il y a pas mal de monde en ce moment qui utilise des containers de cette manière-là. Et puis, comme vous le savez tous, Docker et les containers sont associés pas mal aux architectures microservices. Donc, on peut avoir un container extrêmement petit. Et donc, dans cette démarche de modernisation des applications, il ne s'agit pas d'appliquer une méthode de Big Bang qui va consister à tout casser et à passer l'application en une seule étape vers du microservice. Là, grâce au container Docker, on va pouvoir aller progressivement, étape par étape, d'une application monolithique vers des applications microservices. Sachant que l'étape numéro 1, ça consiste à transformer l'application monolithique qui fonctionne de manière autonome dans son coin ou sur une machine virtuelle en une application monolithique, mais qui fonctionne dans des containers. Cette étape numéro 1, on utilise le container comme une grosse VM. Et par la suite, on va, dans cet environnement Docker, travailler l'application pour pouvoir commencer à la découper, d'abord en services macroscopiques et puis petit à petit vers des services de plus en plus petits pour arriver à une étape qu'on cherche tous dans cette démarche de modernisation d'applications dans les microservices, qui est la capacité de pouvoir partager des services entre plusieurs applications. Donc on voit bien ici que dans cette démarche de modernisation, on va vraiment pouvoir, grâce à Docker, aller progressivement vers ces nouvelles architectures informatiques. Voilà, le dernier grand mouvement auquel Docker contribue et qu'il facilite, c'est tout ce qui est DevOps. Alors DevOps, ça intègre différents aspects, des aspects notamment organisationnels, sur lesquels là l'entreprise doit faire évoluer effectivement son organisation et gérer le changement. Docker permet de faciliter la mise en place du DevOps dans le sens où c'est une solution qui a peu d'impact pour les développeurs. C'est une solution qui va faciliter les échanges entre les développeurs et les Ops, puisque les outils Docker vont être utilisés à la fois par les devs et par les Ops et vont respecter en fait le mode de travail DevOps. Et puis Docker offre aux Ops, donc à l'exploitation, l'outil pour gérer en fait la mise en place des applications au format Docker, les aspects liés à l'infrastructure et puis l'automatisation. Un chiffre que l'on retrouve assez souvent sur la mise en place de DevOps, c'est que ça permet d'améliorer l'efficacité et la rapidité de déploiement de 20%. Avec Docker, ce que nous disons très souvent, c'est que ça permet d'accélérer et de livrer 10 fois plus vite par rapport à ce que l'on faisait auparavant. Voilà, donc, bien évidemment, DevOps et Docker, ça peut être le sujet d'une réunion à part entière. Toutefois, ce qui est important de savoir, c'est que les projets Docker contiennent aussi du DevOps dans peut-être 80% des cas, même si on n'est pas obligé de faire du DevOps pour faire du Docker. Alors, avant de poursuivre et de rentrer un peu plus dans tout ce qui est Docker pour l'entreprise, voici la promesse. Donc la promesse, qu'est-ce que c'est? C'est, au-delà de la solution open source, qui maintenant s'appelle Moby, c'est de bénéficier d'une solution qui est vraiment taillée pour l'entreprise et pour les problématiques et les enjeux de l'entreprise, notamment sur tout ce qui est gestion, tout ce qui est management et bien évidemment tout ce qui est sécurité. Donc ça, Stéphane nous en parlera plus tard. C'est bénéficier donc je parlais de DevOps, d'agilité, de rapidité. Alors le chiffre exact, selon nos études, c'est livrer 13 fois plus vite. Je vous donnerai un exemple. La banque ING, en utilisant Docker, ils ont été capables de faire jusqu'à 1500 livraisons par an sur certaines applications,
alors qu'avant, il leur fallait jusqu'à 9 mois pour livrer une nouvelle version. L'Agence de sécurité maritime européenne, maintenant, il leur faut 2 semaines pour livrer une application, alors qu'auparavant, c'était 2 mois. La portabilité, donc ça, la portabilité, c'est vraiment le concept clé de Docker. C'est de là que vient le côté, je dirais, presque magique. C'est que l'image Docker, en fait, grâce au container, en fait, on va pouvoir l'exploiter, la faire tourner sur n'importe quel OS, sur n'importe quel serveur, sur n'importe quel cloud, et prendre cette image pour la passer de l'environnement de dev à l'environnement de test, de qualif, de pré-prod et de prod, et tout ça de façon transparente, sans couture. Voilà, c'est bien évidemment ça, notamment qui permet d'accélérer très fortement la durée pour livrer. Oui, et puis ça permet aussi, on parlait tout à l'heure de toute la partie hybridation, cloud hybride, la portabilité du container de sa taille et du fait aussi de cette capacité de s'exécuter de manière agnostique sur une infrastructure bare metal, sur différents types d'hyperviseurs en virtualisation, chez soi, sur les différents clouds publics. Ça permet vraiment de mettre en œuvre une stratégie de cloud hybride et d'utiliser le meilleur des types d'hébergement qui sont à ma disposition. Jusqu'à il y a très peu de temps, quand on faisait du cloud public, soit l'application était vraiment designée pour le cloud public, quand c'était une application qu'il fallait que j'exécute chez moi sur mes data centers pour des raisons parfois légales par rapport aux données, c'était compliqué d'utiliser le cloud public dans ce type d'application. Grâce au container, on va pouvoir enfin mettre en œuvre une stratégie d'utilisation de ce cloud public. Par exemple, pour tout ce qui est non-production, on sait que les clouds publics sont très bien designés d'un point de vue économique. C'est très intéressant d'aller sur ce type de cloud pour faire toute la partie non-production, les développements, les tests, l'intégration. Et une fois que j'ai terminé toutes ces étapes avant la mise en production, je vais récupérer mes containers chez moi pour pouvoir les exécuter de la même manière. Et donc là, cette récupération, elle est à la fois triviale d'un point de vue exécution, puisque le container va s'exécuter de la même manière chez moi, et relativement simple à mettre en œuvre d'un point de vue transfert, puisqu'on le sait tous, les containers sont extrêmement petits et donc faciles à transférer. On ne parle pas de gigaoctets, on parle souvent de dizaines ou de centaines de mégaoctets. Un autre aspect de la promesse Docker, c'est la sécurité. Donc à travers différentes fonctionnalités. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que la fonctionnalité dans les solutions Docker entreprise est prise en compte de bout en bout. Donc à travers notamment l'encryption de tous les flux, à travers la signature par exemple des images par les développeurs ou grâce par exemple au security scanning qui va faire un audit de vulnérabilité des images. Tout ça, Stéphane va en parler plus en détail par la suite. Et ensuite l'efficacité, notamment l'efficacité économique. L'objectif avec un projet Docker, c'est pas uniquement de gagner en agilité, c'est aussi de réduire les coûts, de faire un retour sur investissement. Donc bien évidemment, puisqu'on va être capable de livrer plus vite, ça veut dire qu'un projet en termes d'OPEX va coûter moins cher. Et puis grâce à Docker, on peut aussi densifier les applications sur des infrastructures, donc en fait payer moins pour faire tourner plus d'applications. Et puis, on peut également réduire les coûts, puisque de plus en plus de nos clients font par exemple tourner Docker sur des infrastructures de type bare metal, et donc n'ont pas besoin d'utiliser notamment une couche de virtualisation qui peut être très coûteuse en fonction du nombre de VM que l'on a. Aujourd'hui, Docker dans l'entreprise, est déployé chez des entreprises de tout type, aussi bien chez des opérateurs télécoms, donc là vous en avez certains, on travaille aussi avec Telecom Italia, avec Vodafone, dans le domaine de la santé avec Merck. Nous avons la chance de travailler en France avec la Société Générale, qui est notre client historique en France, et puis avec d'autres types d'organisations. Docker permet d'être utilisé quel que soit en fait le secteur d'activité et puis pour de nombreux projets. Docker est utilisé à la fois pour des applications web
Docker peut être utilisé pour faire de l'IoT, pour faire tourner une application sur un device. Et puis Docker peut être utilisé, par exemple, dans des usines pour faire tourner une application de gestion de ligne de production, par exemple, sur un serveur ou une workstation isolée. Et là, en fait, Docker permettra de gérer l'obsolescence de l'infrastructure pour faire une migration facile vers une nouvelle infrastructure grâce à la portabilité. Ce slide est intéressant parce qu'en fait, il présente les intentions d'acquisition de Docker. C'est une étude qui a été faite par la société ETR avec la pénétration du marché. Donc là, nous sommes comparés à des poids lourds du secteur comme Oracle, VMware ou Microsoft. Donc ce que l'on voit en fait, c'est que Docker a une très forte intention d'acquisition. On a près de 90%. En revanche, notre pénétration est encore humble. La raison, en fait, c'est quoi? C'est tout simplement Docker est une société qui est encore assez jeune, et donc toutes les sociétés n'ont pas encore acquis la technologie Docker. Voilà, c'est pourquoi, bien évidemment, nous y travaillons. En termes d'évolution, donc comme je vous le disais, le packaging de Docker a changé en mars. Eh oui, ça a changé. Avant, on connaissait que l'open source Docker. Voilà. C'est plus que de l'open source maintenant. Voilà, donc effectivement, Docker, c'est plus l'open source. D'ailleurs, l'open source s'appelle Moby aujourd'hui. Et puis, Docker, le nom Docker, maintenant, est associé à deux éditions, la Community Edition. Donc, en fait, c'est une édition qui est gratuite, qui est effectivement destinée aux communautés, notamment aux développeurs, aux startups, à ceux qui veulent à la fois lancer Docker, utiliser Docker en production, mais plutôt, on destine ça plutôt à des environnements de bac à sable, même si il y a des startups qui l'utilisent. Et puis l'édition entreprise, où là en fait vous allez retrouver à la fois les fonctionnalités de sécurité, de management et le support, qui peut être du support 24/7, qui lui en revanche est très souvent plébiscité et demandé par les grandes entreprises. Donc Docker contribue toujours à l'open source, hein, Christophe? Oui, effectivement, Stéphane, Docker contribue toujours à open source, Docker contribue à Moby, et Docker reste en fait le chef d'orchestre et le sponsor de l'open source, du projet open source container Moby. Ouais, donc si j'ai bien compris, maintenant, si je veux accéder au code source de l'engine pour pouvoir recompiler moi-même, ajouter des fonctionnalités, donc c'est plus Docker que j'ai cherché ce fameux projet Moby maintenant. Exactement, Stéphane. Il faut que tu ailles chercher le projet Moby. D'accord. Alors, voilà, donc quelques mots. Ce slide Docker Enterprise Edition présente les différents types de fonctionnalités que vous allez retrouver dans la version entreprise. La partie basic, qu'est-ce que c'est? C'est l'engine en fait, donc c'est le runtime pour pouvoir faire tourner, exécuter des containers sur un serveur. Et ensuite la partie standard qui elle va intégrer en fait toutes les fonctionnalités qui sont la plupart du temps, dans 90% des cas, demandées par nos clients entreprises, avec notamment tout ce qui est gestion des images, tout ce qui est intégration avec Active Directory par exemple, le Role-Based Access Control qui va permettre effectivement de limiter l'accès aux fonctionnalités en fonction du rôle des personnes, tout ce qui est administration, et puis tout ce qui est gestion de la sécurité dans le sens où on va par exemple pouvoir demander aux développeurs de signer les images à travers le cycle de développement pour qu'à la fin, l'équipe d'exploitation recueille une image qui a bien été validée au cours du cycle de développement, de façon à pouvoir la mettre en prod de façon sécurisée. La version Advanced ajoute le Security Scanning, donc pour pouvoir, par exemple, dans le cadre d'un cluster de pré-production, auditer les images pour détecter des vulnérabilités, par exemple parce que les images sont anciennes, et pour pouvoir bien sûr mettre en place le correctif sur ces images. Ouais, il y a plein d'autres usages en fait de ce scanner de vulnérabilité. Il y a notamment des cas d'usage où j'exécute chez moi une grosse plateforme Docker, donc je fais du container as a service dans une plateforme mutualisée avec plein d'utilisateurs internes. Et forcément, dans ces usages Docker, il y a des applications qui ne sont pas forcément développées chez moi.
des applications qui proviennent de tiers, qui vont me livrer les applications sous forme d'images de containers. Et avant de mettre ce type d'image en production, des images qui ne proviennent pas de chez moi, il y a des tests à réaliser, et parmi ces tests, il y a ces tests de sécurité, de vulnérabilité des images. Donc là, c'est l'intérêt d'avoir ce scanner de vulnérabilité dans des architectures où je vais pouvoir récupérer ces images dans un endroit, on va dire, isolé du reste de ma production, exécuter des scans de vulnérabilité, m'assurer que tout va bien et ensuite transférer l'image sur la plateforme de production. Peut-être un dernier point, je te laisse Alain, Christophe, sur la partie Enterprise édition basique. C'est vrai qu'on retrouve dans cette version basique l'engine, le moteur qu'on connaît tous, avec ses capacités de clustering intégrées dedans, le fameux Swarmon dont on parle depuis un an maintenant. Il y a des vrais cas d'usage de cette partie-là, de cette version basique. Par exemple, on a des clients qui utilisent de l'embarqué, des machines qui sont embarquées dans des systèmes qui n'ont pas pour vocation à partager l'infrastructure physique des machines avec plusieurs applications. Dans ce cas bien précis, on n'a pas besoin forcément de toute une infrastructure de gestion multi-applicative, multi-client. Et là, on est typiquement dans un cas d'usage d'Enterprise Edition basique. Mais alors Stéphane, si je veux faire de l'orchestration, qu'est-ce que je dois prendre? Alors, pour faire de l'orchestration, ça dépend des besoins et de l'environnement, mais on va dire que la version standard, c'est le minimum pour faire de l'orchestration. Quand je veux faire de l'orchestration, c'est-à-dire que globalement, je vais partager, je vais avoir un cluster, je vais partager cet environnement entre plusieurs applications, entre plusieurs utilisateurs, plusieurs groupes de personnes chez moi. J'ai besoin de contrôle d'accès, j'ai besoin d'isolation entre les applications, j'ai besoin de gérer automatiquement le déploiement de mes applications, j'ai besoin d'orchestration et toutes ces fonctionnalités, elles me sont apportées par cette version Docker Enterprise Edition standard. On voit d'ailleurs sous le nom standard l'ancien nom que Docker avait donné. Vous retrouvez, si vous recherchez sur Internet, parfois des mentions de Docker Data Center. Docker Data Center maintenant s'appelle Docker Enterprise Edition standard. Alors justement, pour accompagner nos clients entreprises, nous avons lancé un programme de certification à 3 niveaux, un programme de certification des infrastructures. L'idée étant d'avoir l'assurance effectivement que Docker est certifié pour tourner sur soit du cloud privé, soit du cloud public. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a cette certification, par exemple pour Azure, pour Amazon, et puis pour les principaux OS commerciaux du marché, que ce soit les Linux, donc par exemple Oracle Linux, RHEL, Red Hat Enterprise Linux, CentOS ou Ubuntu, et puis également donc pour avoir l'assurance que vous pourrez avoir accès au support de Docker si c'est nécessaire. Ensuite, il y a un programme de certification pour les plugins, par exemple pour le stockage, qui est bien évidemment nécessaire. Voilà, on peut citer Nutanix, on peut citer Nimble Storage ou VMware par exemple. NetApp, sachant que beaucoup de nos clients utilisent aussi Docker sur VMware. Et puis le dernier, c'est le programme de certification pour les éditeurs de logiciels, pour les ISV. L'objectif là aussi étant pour vous d'avoir l'assurance que le logiciel que vous utilisez est certifié pour tourner sur Docker dans un container Docker. Là, nous avons notamment annoncé à DockerCon, notre grande conférence qui était en avril, la certification et la disponibilité d'Oracle et des principaux logiciels d'Oracle pour Docker Enterprise Edition, justement. Ouais, le programme de certification, c'est un programme très important quand il s'agit de faire de la production sur du Docker, parce que l'engine c'est bien, les capacités d'orchestration c'est bien. Maintenant, il faut que je puisse m'intégrer d'une part avec l'existant, et donc en utilisant ces plugins. Et à nouveau, si vous connaissez un peu le monde du container, vous savez que le choix du plugin est parfois complexe.
il en existe plusieurs, la communauté open source en construit pas mal. Et quand je veux faire de la production, j'ai pas très envie d'utiliser un plugin qui va pas forcément marcher correctement avec ma plateforme Docker Enterprise. Et donc vraiment le programme de certification de ces plugins, il a pour objectif de vous assurer en tant que client que le plugin qui vous est livré par le fournisseur dans la version dans laquelle vous la téléchargez, vous l'installez sur votre plateforme, il est bien certifié, il va fonctionner correctement sur votre plateforme et en cas de bug, ça arrive toujours d'avoir un bug, et bien, le fournisseur de ce plugin-là s'engage à corriger le bug pour la plateforme que vous êtes en train d'utiliser. Le programme de certification qu'on voit aussi sur les containers, il est aussi clé, essentiel quand il s'agit de faire de la production. Vous avez tous des applications qui sont vos applications que vous développez vous-même. Et donc là, il n'y a pas de problème pour déployer ce type d'application sur plateforme Docker, quel que soit l'endroit sur lequel vous allez avoir votre plateforme. Pourquoi? Parce que vous êtes vous-même le support de vos applications. En revanche, si vous utilisez un logiciel extérieur que vous n'avez pas développé vous-même, un composant qui vient d'Oracle, un composant qui vient de Microsoft, un composant qui vient d'autres éditeurs, il y en a plein qui sont en train de certifier leurs containers, eh bien, vous avez envie d'avoir l'assurance que, d'une part, le logiciel que vous avez utilisé, le logiciel va fonctionner correctement, et puis que vous avez le support de l'éditeur, la validation de l'éditeur en question, pour pouvoir faire fonctionner son application dans un container. Donc là, on voit par exemple un nom qu'on connaît bien, Oracle, sur cette partie plugin. Il y a pas mal d'images maintenant qui sont disponibles sur le hub et le store de Docker avec du logiciel Oracle dedans, par exemple WebLogic. Dans ce processus de certification qu'on voit ici, Oracle certifie son WebLogic et s'engage à supporter son logiciel en environnement Docker. Et donc ça, c'est une garantie pour vous en termes d'usage que vous allez fonctionner dans un environnement entièrement supporté, la plateforme supportée par Docker et les applications que vous utilisez, les logiciels que vous utilisez, supportés par les différents fournisseurs. Donc on voit ici une liste qu'on a été obligé de réduire forcément parce que le slide n'est pas très grand. Chaque semaine, on a des nouveaux éditeurs de logiciels qui rejoignent le store Docker et qui apportent leurs images certifiées dans cet environnement. Alors, tu as cité Oracle, je voudrais aussi citer Microsoft, qui est un partenaire technologique très important pour Docker. Donc, il est possible aujourd'hui de faire tourner des containers Docker dans Windows Server 2016. Et Microsoft a par exemple mis dans le Docker Store certains de ses logiciels, comme par exemple SQL Server en 2016. Oui, il y a d'autres plateformes qui arrivent. IBM n'a pas gardé le secret très longtemps, puisqu'il y a déjà des post-blogs d'IBM sur le sujet. La technologie Docker est en train d'être portée sur plateforme Z et plateforme P. Donc on va pouvoir faire très bientôt du Docker sur beaucoup d'environnements techniques. Alors justement, c'est une bonne transition. Comment est-ce que ça se décline? Donc dans le data center, effectivement, aujourd'hui, on va pouvoir utiliser Docker dans des environnements IBM, je le disais. Il y a un très gros partenariat technologique également avec la société HPE, qui peut en fait livrer ses serveurs avec Docker préinstallé. Et puis également, on peut le faire avec Cisco. Concernant HPE, j'ajouterais également que HPE et Docker, ce n'est pas uniquement une relation basée sur le fait que les serveurs peuvent intégrer Docker. HPE a également formé des équipes de consultants dans son entité qui s'appelle PointNext et qui peuvent accompagner en fait les entreprises dans leur plan de transformation en mettant en place Docker. Concernant le cloud, aujourd'hui, si on parle de la France et de nos clients français, Docker va être surtout utilisé dans des environnements Azure et Amazon Web Services. Et puis, concernant les systèmes d'exploitation, comme je vous le disais, vous allez en fait retrouver tous les systèmes d'exploitation Linux qui sont aujourd'hui utilisés. Et puis, donc, encore une fois, Windows Server 2016, voilà, qui est une grande nouveauté. Microsoft a choisi
et a fait confiance à la technologie Docker pour exploiter des containers dans son environnement. Bon, après avoir parlé de tous ces détails du marché et de comment exploiter avec Docker des applications dans un environnement supporté par à la fois Docker et ses partenaires, on va aller un peu plus loin dans la description de cette plateforme Docker Enterprise pour pouvoir comprendre un peu les composants qui en font partie. Alors, on voit ici un schéma assez complet de la plateforme, avec forcément, puisqu'on est sur du Docker, en bas un engine Docker. Hein, si vous vous souvenez des différents tiers de la plateforme Docker Enterprise, vous vous souvenez qu'il y a le Docker Enterprise basique qui consiste à avoir l'engine Docker. Alors, on est ici avec cet engine Docker qui sert de base à l'exécution d'un environnement de container de Docker Enterprise. C'est une version supportée par Docker. D'un point de vue code, d'un point de vue fonctionnalité, l'engine commercial Docker Enterprise et l'engine gratuite Community Edition partagent le même code. On est vraiment dans des fonctionnalités équivalentes. D'ailleurs, au passage, vous avez sans doute dû voir que le modèle de versionning, l'appellation de versionning a changé au début de cette année. On avait avant des versions de l'engine Docker 1.10, 11, 12, 1.13. 1.13 est la dernière version qui porte cette convention de nommage. Depuis le mois de mars, on a adopté une convention de nommage similaire à celle d'Ubuntu avec des versions qui comportent un nombre, un point et un deuxième nombre. Le premier nombre, c'est l'année. Le nombre après le point, c'est le mois. Aujourd'hui, on est en version 17.03 de Docker Community Edition, l'engine gratuite, et Docker Enterprise Edition, l'engine commercial. Comme vous devez vous en douter, puisque vous avez l'habitude, Docker livre des nouvelles versions de manière trimestrielle. Il faut s'attendre à une version 17.06 qui va arriver au mois de juin de cette année. Et donc, l'engine commercial, l'engine gratuite partagent les mêmes fonctionnalités. Dans l'engine commercial que vous retrouvez ici dans cette plateforme, on ne trouvera que des fonctionnalités stables, pas de fonctionnalités en bêta test. Si vous utilisez par contre l'engine Community pour des développements ou pour des tests, à ce moment-là, vous pouvez adhérer à un fil de mise à jour qu'on appelle Edge, qui vous permet d'accéder à des fonctionnalités bêta en avance de phase, avant que ces fonctionnalités apparaissent dans l'engine commercial. Voilà, donc vous l'avez compris, cet engine commercial, c'est le cœur de la plateforme Docker, c'est ce qui va exécuter les applications. Et on monte des clusters Docker à partir de cet engine Docker Enterprise en utilisant la technologie Swarm, qui depuis un an maintenant est intégrée dans l'engine. On appelle ça Swarm Mode, mais aujourd'hui tout le monde appelle ça Swarm. Et donc, une fois que j'ai ce cluster-là, je vais appliquer dessus des composants complémentaires qui vont me permettre d'exploiter cet environnement Docker, cette plateforme, ce cluster Docker dans un modèle multi-utilisateur, multi-application, multi-tenante, comme diraient les Anglais. Et pour ça, on a un composant qui s'appelle Docker Universal Control Plane, ou UCP, dont l'objectif est d'une part de prendre le contrôle d'un cluster Docker Swarm et de le sécuriser, de verrouiller l'accès au cluster, d'ajouter une gestion des administrateurs par le biais de certificats électroniques qui seront délivrés aux différents utilisateurs, et puis d'imposer des droits d'accès, du contrôle d'accès sur cette plateforme de manière à autoriser les administrateurs à se connecter sur la plateforme et à ne voir que les applications pour lesquelles les administrateurs ont des droits d'accès. Hein, donc typiquement, si j'étais en engine communautaire, en engine gratuite, en engine open source, je me connectais sur le cluster, je voyais tous les containers de tout le monde. Avec Universal Control Plane, d'abord pour me connecter, il faut un certificat électronique. Même la commande Docker que vous connaissez bien a besoin d'un certificat électronique pour se connecter sur un cluster Docker professionnel
d'exploitation contrôlée par UCP. Et ensuite, la commande Docker PS que j'ai l'habitude de le faire va fonctionner, mais ne me montrera que les conteneurs pour lesquels j'ai des droits d'accès. UCP s'occupe aussi de l'intégration de mon cluster avec l'environnement externe de mon data center. Par exemple, je n'ai pas très envie de gérer plusieurs listes d'utilisateurs ou d'administrateurs. Donc, ça serait quand même bien que les administrateurs de mon cluster Docker, ce soient les mêmes utilisateurs que j'ai déclarés auparavant dans mon annuaire LDAP ou mon annuaire Active Directory. UCP a aussi une fonctionnalité d'intégration avec LDAP ou avec Active Directory pour pouvoir synchroniser ces utilisateurs, ces administrateurs avec la gestion des utilisateurs Docker. De la même manière, tout à l'heure je vous parlais de certificat électronique, on peut très bien, puisqu'on dispose d'une autorité de certification intégrée dans Docker, on peut très bien gérer nous-mêmes, générer nos propres certificats électroniques. En revanche, pour ceux d'entre vous qui possèdent déjà une autorité de certification interne, on peut bien évidemment, via UCP, s'intégrer avec l'autorité de certification que vous avez déjà de manière à utiliser vos certificats électroniques. Voilà, il y a plein d'autres fonctions à UCP, notamment une interface graphique qui permet d'exploiter un container, un ensemble de containers sur la plateforme Docker Enterprise grâce à une interface graphique, et puis un ensemble d'outils qui me permettent par exemple de forwarder les logs de la plateforme sur un serveur syslog externe pour pouvoir aller vers une plateforme de monitoring et de supervision classique. Voilà pour la partie exploitation avec UCP. Le deuxième composant de la plateforme, c'est Docker Trusted Registry. La registry, c'est le catalogue de services, le catalogue d'images de ma plateforme Docker, là où je vais pouvoir gérer de manière privative mes propres images. Ceux d'entre vous qui connaissent la version open source, vous savez qu'on a une version Docker Registry, une registry open source, qui est à disposition des développeurs avec une interface plutôt orientée API, une configuration plutôt orientée fichier de configuration et pas mal de travail à faire pour pouvoir rendre ça de manière exploitable en production. Avec Trusted Registry, là on est dans un produit totalement fini qui s'installe sur le cluster Docker, qui apporte la haute disponibilité immédiatement dans la partie installation, qui m'apporte une interface graphique d'administration que je vous montrerai juste après, et qui me permet de gérer tout un tas de fonctionnalités de cycle de vie de mes images, des repositories d'images différents pour différents groupes d'utilisateurs. Je peux avoir mes développeurs de différentes applications qui ont leur propre repository. Certains repositories sont privés parce que c'est la version de travail de leur application. D'autres sont publics parce que c'est des images qui sont publiées à des fins de test pour des utilisateurs de test, par exemple. Je vais pouvoir aussi, dans cette Trusted Registry, gérer la signature des images. C'est important dans un environnement Docker de pouvoir s'assurer que les images sont de bonne qualité quand elles arrivent en production, qu'elles ont bien passé toutes les étapes de vérification, les tests fonctionnels, les tests de performance, les tests de montée en charge. Voilà, tous ces tests-là, on peut s'assurer dans Trusted Registry qu'ils ont bien été faits en demandant aux administrateurs de signer avec leur certificat électronique les images les uns après les autres de manière à valider, à assurer, à autoriser en fait les images à aller en production. Trusted Registry peut aussi s'occuper de verrouiller le cluster de production pour faire en sorte que personne ne puisse utiliser des images qui ne sont pas dans la Trusted Registry, qui ne proviennent pas de cette Trusted Registry. Et ça, c'est aussi un élément qui me permet de sécuriser cet environnement. Vous voyez sur le côté gauche une partie sécurité intégrée, beaucoup de choses à dire sur cette partie sécurité intégrée dans la plateforme Docker. Le fait qu'on ait sécurisé dès l'initialisation d'un cluster Swarm, que toutes les communications entre les différents managers et les nœuds de travail se font en session encryptée TLS, qu'il y a intégré dans la plateforme Docker cette autorité de certification
dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est activé au moment de la création du premier manager du cluster et qui sert en fait à gérer l'ensemble des certificats d'encryption entre les nœuds, de manière à s'assurer que tout est bien sécurisé. On a une gestion de secrets aussi applicatif dans Docker qui permet de maintenir dans une enveloppe sécurisée encryptée les secrets applicatifs, les logins, les mots de passe, les certificats électroniques et de transférer cette enveloppe de secrets par l'orchestrateur sur le nœud qui va exécuter l'application, à nouveau de manière sécurisée, et s'assurer que l'engine qui va exécuter l'application ne va pas ouvrir l'enveloppe pour tout le monde, mais juste mettre à disposition ces secrets à l'application. Parmi ces éléments de sécurité, il y a aussi un scanner de vulnérabilité dont on parlait tout à l'heure et qui permet, qui s'intègre dans Trusted Registry et qui permet d'aller scanner en profondeur les images qui sont contenues dans la Trusted Registry. Quand je dis en profondeur, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne s'agit pas d'aller vérifier les numéros de version des packages qui sont installés dans les images, qui sont créés par les Makefile, mais aussi d'aller à l'intérieur des binaires, des images, analyser tous les exécutables de toutes les layers des images qui sont dans le repository. Pourquoi on fait ça? On fait ça parce que rien ne vous dit qu'un développeur, plutôt que d'utiliser une librairie connue en y faisant référence, ne va pas directement aller chercher le code de la librairie, l'intégrer dans son propre code à lui et la compiler en partie de son application. Et donc, grâce à ce scanner qui permet d'aller exécuter un scan sur la totalité des binaires, je vais quand même être capable d'identifier ce type de vulnérabilité. Voilà, j'ai beaucoup parlé sur ce slide. Je vous passe très rapidement les 2-3 slides qui sont après parce que ça va reprendre ce que je viens de vous raconter sur ces différents composants. On va aller assez rapidement sur la démonstration de Docker pour vous montrer cette partie Docker Enterprise. L'engine en version 17.03 qui embarque toutes les fonctionnalités de clustering, la gestion des communications sécurisées, la gestion des certificats, une autorité de certification intégrée dans l'engine, la gestion aussi de tout ce qui est connu de Docker dans la simplification du travail. Aujourd'hui, on sait que les développeurs ont l'habitude d'utiliser Docker pour simplifier leur travail tous les jours, avec les fonctionnalités, par exemple, de découverte automatique des différentes layers d'une application, la capacité de pouvoir s'appeler par son nom DNS via un service de DNS intégré dans le cluster Docker, dans l'engine Docker, la capacité de pouvoir router automatiquement les requêtes d'un engine à l'autre sans avoir à se préoccuper de l'endroit où l'application a été déployée. Toutes ces fonctionnalités-là, c'est des fonctionnalités qui sont directement intégrées dans Docker et qui permettent de simplifier la vie des opérations et dans la configuration d'un cluster, d'aller beaucoup plus rapidement dans une production. UCP, j'en ai beaucoup parlé. Vous retrouvez ici les fonctionnalités de l'interface graphique, de la gestion des administrateurs, les droits d'accès, le contrôle d'accès, la sécurité, l'intégration avec les opérations de mon data center. On retrouve aussi la commande en ligne habituelle. Tout le monde a l'habitude de se servir de la commande Docker. On peut toujours s'en servir avec cette version ICP pour peu qu'on ait ce certificat électronique dont je parlais tout à l'heure. Et la Trusted Registry qui est là pour gérer mon catalogue d'images interne avec cette capacité de signature, cette capacité d'assurer la qualité des images qui vont arriver en production, cette capacité aussi de pouvoir assurer aussi une intégration avec les éléments extérieurs. On a parlé sécurité, on a parlé scan de vulnérabilité. On a très envie, quand on est aux opérations, d'être prévenu, de pouvoir déclencher des alertes si jamais le scanner de vulnérabilité découvre une image truffée de vulnérabilité. On peut intégrer Trusted Registry dans des systèmes d'alerting externes via ce qu'on appelle des webhooks qui permettent à Trusted Registry d'envoyer des événements sur un système de monitoring de sécurité en cas
en cas de découverte de vulnérabilité. Voilà, assez de blabla de présentation. Ce que je vous propose, c'est de passer à la démonstration en allant partager mon écran pour vous montrer à quoi ressemble cette plateforme Docker Enterprise. Ce que vous voyez à l'écran, c'est la console graphique de l'UCP, Universal Control Plane, et son dashboard de supervision du cluster. On va retrouver les différents éléments du cluster et l'état général de mon cluster. Donc, on voit ici que j'ai tout en vert, tout se passe plutôt bien avec manager et worker actifs. Quelques services déjà déployés sur mon environnement. Si on regarde en haut à droite les containers, j'ai tout de même 26 containers qui s'exécutent déjà. Certains sont déjà arrêtés forcément. C'est la vie d'une plateforme Docker d'avoir des containers qui s'arrêtent. Si on est dans une architecture en microservices, peut-être que j'aurai beaucoup plus que 13 containers stoppés. Je peux en avoir des milliers, puisque dans ce modèle architecture en microservices, la durée de vie d'un container peut être très courte. Si je clique sur la partie ressources ici, je vais accéder à un menu qui me permet de piloter mon cluster, de voir les ressources qui sont disponibles. On est ici arrivé sur la liste des applications ou des stacks applicatives. Les stacks, c'est un concept nouveau depuis l'arrivée de SwarmMod qui permet de décrire au sein d'un seul enregistrement un ensemble d'applications qui servent à faire fonctionner un système complet à base de plusieurs applications. Alors, on voit que j'ai quelques applications qui sont déployées ici et d'autres fonctionnalités qui sont à ma disposition, notamment ici une vision des nodes, des engines qui sont déployés de mon cluster. On voit que sur ce cluster-là, j'ai 3 nœuds qui sont disponibles. Un nœud contrôleur UCP, qui est le manager de mon cluster, c'est lui qui va décider de l'orchestration des applications. Un nœud DTR, sur lequel Trusted Registry est installé, et puis un troisième nœud, qui est un worker, lui, dont le rôle est d'exécuter les applications que je vais déployer dessus. On peut avoir une liste des images qui sont utilisées par mon cluster, qui ne sont pas forcément les images de la DTR. Tout dépend en fait de la manière dont mon cluster est configuré. En tout cas, ici, on va retrouver les images qui peuvent être utilisées sur mon cluster. On a ici aussi une liste des services qui sont déployés à des services. C'est une notion aussi un peu différente d'un container. Un service, c'est un load balancer avec un ensemble de containers derrière le load balancer. C'est le service qui va pouvoir m'apporter la scalabilité, la haute disponibilité et la capacité notamment de pouvoir faire ce qu'on appelle des rolling updates, des updates à chaud d'une application. Il faut que je sois déployé en service de manière à ce que l'update soit réalisé sur un nœud puis un autre, tout en maintenant le service en ligne. Alors la fonction du CP qu'on voit ici, là, le manager de cluster, me permet d'accéder à des choses très intéressantes, notamment pouvoir aller analyser la santé, les détails de configuration d'une application. On voit ici que sur cette page service, j'ai 2 services qui sont disponibles. C'est le WordPress qui est déployé sur ma plateforme. Je vais pouvoir cliquer ici sur la fonction MySQL pour voir la configuration de mon service. Pas de port publié, c'est normal, c'est un service de back-end qui est accédé par le serveur WordPress en frontal, donc j'ai aucune raison d'exposer un port à l'extérieur de mon cluster. Je peux cliquer ici sur Task pour aller voir l'ensemble des containers qui exploitent, qui exécutent ce service-là. Là, en l'occurrence, j'ai qu'un seul container. Si je clique sur le nom de ce container, UCP va m'afficher le détail de la configuration du container. Et donc là, on entre vraiment dans un monde qu'on connaît bien quand on manipule du Docker. Là, je suis au niveau d'un container. Les choses qui sont différentes, c'est que j'ai une jolie interface graphique pour pouvoir regarder un peu tout ce qui se passe. Donc, ce premier panneau me montre les détails du container.
configuration du container, comme ses variables d'environnement, les labels qui sont apportés sur le container, qui me permettent de pouvoir poser notamment des droits d'accès sur ce container. J'ai aussi accès, si je le souhaite, à la log en direct du container. Pas besoin de me connecter sur l'engine qui exécute ce container pour pouvoir accéder à la log. Grâce à UCP, je peux accéder directement en direct à cette log-là. J'ai un troisième onglet qui est l'onglet des statistiques, qui va demander à UCP d'aller se connecter directement sur les métriques de monitoring de l'engine qui exécute le container pour récupérer des informations spécifiques au container. Après, parfois, notamment quand ça ne se passe pas très bien avec mon application, j'ai besoin de me connecter directement sur le container pour aller voir ce qui se passe, si par exemple tous les fichiers sont positionnés au bon endroit, pour accéder à des logs qui ne sont pas forcément la log standard du container. Et donc dans ces cas-là, UCP me permet d'accéder directement à une console du container. Vous voyez ici, par un simple clic, je vais ouvrir un shell directement à travers UCP sur cet environnement container et derrière afficher ce qui se passe à l'intérieur du container. Je vous l'ai dit, la commande en ligne est toujours disponible. Et donc, ce que vous voyez ici, c'est un shell sur mon poste. Je suis connecté sur le cluster. Je vais faire un petit Docker PS pour s'apercevoir que je suis connecté sur un cluster à distance où je retrouve l'ensemble des nœuds que je vous ai montré juste avant. Et ce que je vais vous proposer de vous montrer, c'est que grâce au stack applicatif, on peut déployer beaucoup de choses de manière automatique via le fichier compose. J'en ai un en fait ici qui me permet de déployer une stack de monitoring complémentaire complète et de gestion de log à base d'outils open source que vous connaissez sans doute, Prometheus, Kibana, Grafana pour la console d'administration. Tout ça en fait est déployable automatiquement via ce fichier compose en V3 qui me permet de fonctionner avec les nouvelles versions de Docker. Pour pouvoir déployer cette stack, puisque là je suis dans le répertoire qui dispose de ce fichier YAML, et une simple commande docker stack déploie en faisant référence à ce fichier compose qui se trouve ici et en donnant un nom à cette stack, un nom comme il faut à cette stack, je vais demander à mon cluster de déployer cette stack applicative. On parle de stack, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de déployer un container, mais un ensemble d'applications complètes qui va être exécuté par mon cluster. Vous le voyez dans cette log de mon application, qu'on a déployé pas mal de choses. On a créé deux réseaux overlay sur le cluster et déployé un ensemble complet d'applications. Si je retourne sur mon interface graphique ici, UCP, on s'aperçoit ici que la stack que je viens d'exécuter est en cours de déploiement. Elle est composée de 2 réseaux et de 10 services. Si je clique sur cette stack, Docker va me montrer, UCP va me montrer la totalité des applications qui sont déployées. Voilà, cette stack, elle se compose d'une vingtaine à peu près de containers. On n'a pas déployé juste un container, on a déployé une dizaine d'applications sur 20 containers. Vous voyez sur les pastilles qui sont sur la gauche de chaque ligne que j'ai pas mal de choses qui sont en vert. Peut-être l'Oxput qui est tout en bas l'est pas encore. Pourquoi il passe en jaune de temps en temps? Parce qu'en fait, on est dans un modèle de service et que tous ces services sont déployés simultanément et que bien que le container soit en vert exécuté, forcément l'application n'est pas forcément tout à fait prête qui se trouve dessous. Et donc l'Oxput attend que les autres containers qui sont là soient prêts et les applications prêtes, la base de données prête à être exécutée. On va revenir en fin de démonstration sur cette partie-là.
juste pour vous montrer que la stack est forcément déployée, je vais pouvoir y accéder. Et notamment en démarrant l'application Grafana qui vient d'être déployée sur mon environnement et à me connecter sur mon environnement avec le login et le mot de passe de l'administrateur de cette application. Je viens de démarrer des containers, donc forcément, il n'y a pas de configuration dans cette interface de monitoring. Il faut que j'aille chercher un fichier de configuration de mon environnement qui va se trouver ici dans ma partie Prometheus. Chercher la configuration des graphiques de ma solution de monitoring pour pouvoir commencer à afficher mon monitoring. Voilà, donc en quelques minutes, j'ai déployé sur mon cluster une solution de gestion de log et de monitoring complète qui est déjà en train de monitorer mon cluster. Je vais terminer cette démonstration en vous montrant Trusted Registry, parce qu'on a beaucoup parlé de scanners de vulnérabilité. Ce que vous voyez maintenant à l'écran, c'est l'interface graphique de Trusted Registry. On peut gérer des organisations, des utilisateurs et des repositories. Alors, comme vous pouvez le constater, mon Trusted Registry ne dispose pas de beaucoup d'images. Il y a un repository Jenkins ici que je vais pouvoir vous montrer. Lorsqu'on zoome sur un repository, on a ici un ensemble d'informations, notamment sur qui est très similaire d'ailleurs à ce que je vois sur le hub, avec la commande pour récupérer l'image, un détail du repository, et je peux accéder aux différentes images qui sont disponibles dans ce repository. Il y en a une image de Jenkins en 1.0, et comme vous pouvez le constater sur l'écran, malheureusement pour moi, le scanner de vulnérabilité a fait son travail sur l'image, et je vais devoir retourner nettoyer un peu tout ça parce que le scanner a identifié 42 vulnérabilités critiques, 122 vulnérabilités majeures et quelques vulnérabilités mineures. Pour avoir plus de détails sur ces vulnérabilités, ici en cliquant sur la visualisation du détail, je vais pouvoir aller voir un peu ce qui se passe. On a deux modèles de visualisation de reporting. Ceux d'entre vous qui sont des connaisseurs habitués à Docker et aux images Docker ont l'habitude de travailler par layer, par couche d'une image Docker. Donc on va retrouver ici l'ensemble des layers de l'image. En revanche, si on est plutôt quelqu'un des opérations, habitué à un environnement Linux, on a plutôt envie de travailler par composant, et donc on a aussi ce modèle d'affichage par composant. Et je vais retrouver l'ensemble des composants qui ont été identifiés à l'intérieur de l'image par le scanner de vulnérabilité, avec malheureusement toutes les vulnérabilités qui ont été identifiées sur chacun de ces composants-là. Comme vous pouvez le constater, on se sert d'un fichier de signature qui provient de CVE et qui est mis à jour soit de manière automatique, soit de manière manuelle. Pour avoir un détail, on a un lien ici là, qui me permet d'avoir le détail CVE. Je vais peut-être laisser la parole à Christophe pour la conclusion de cette session Docker Enterprise et démonstration. Peut-être pour nous parler. Déjà, merci. Vous êtes tous restés connectés sur le webinaire, donc j'espère que ça vous a intéressé. Ce que je vous propose, c'est d'ouvrir pour une 11 heures session de questions-réponses. Puis sachant que nous vous enverrons un mail par la suite, comme ça, si vous souhaitez nous contacter en direct, ce sera bien sûr possible. Voilà, pour la première question est toujours la plus difficile. Est-ce que vous souhaitez des précisions sur quelque chose? N'hésitez pas. Nous vous écoutons.
Ouais, alors, est-ce que vous pouvez répéter la question, s'il vous plaît? Alors, pas de questions directes. En revanche, on a quelques questions sur le chat. On va en prendre une ou deux, comme on est déjà un peu tardivant. Il y a une question qui concerne la facturation de Docker. Christophe, comment est-ce qu'on facture Docker? Alors, en fait, Docker est facturé en fonction du nombre de nœuds. Il y a un tarif en fonction de l'édition qui est choisie. Donc les tarifs sont publics, sont sur le site web. Je peux vous donner deux exemples. Par exemple, pour utiliser un engine, donc la version basique, le tarif sera de 750 $ ou 750 € environ pour une année en heures ouvrées, donc 5 x 9. Pour un nœud, alors un nœud, qu'est-ce que c'est? C'est soit une VM ou une instance dans le cloud, ou alors un serveur physique bisocket. Voilà. Et pour la version standard, donc qui intègre toutes les fonctionnalités, l'engine, la sécurité, le management, le tarif sera le double en fait, il sera de 1500 € pour une année, avec toujours donc cet accès au support en 9x5, et puis bien évidemment toutes les mises à jour, majeures, mineures, et puis les patchs. Une deuxième question sur le chat. Est-ce que c'est Docker qui gère les serveurs ou est-ce que je dois les instancier moi-même si je suis sur le cloud, comme par exemple sur Azure? Alors, je vais répondre à cette question-là. Alors, en fait, sur Azure, comme d'ailleurs sur AWS et bientôt sur Google, vous avez des aides, en fait, des composants qui vous permettent de déployer automatiquement des infrastructures Docker. Il existe pour ça des éditions spécifiques, des Docker for Azure ou Docker for AWS, qui vous permettent de déployer automatiquement un environnement Docker. Vous savez aussi, par exemple, sur Azure, il existe une marketplace qui vous permet d'instancier des ressources externes à Azure en utilisant des composants d'automatisation. Il existe un template pour Docker Enterprise dans les différentes versions qu'on a vues tout à l'heure qui vous permettent d'automatiser le déploiement d'un cluster. Donc, vous rentrez un certain nombre d'informations et derrière, des informations comme par exemple les nombres de votre cluster, le nombre de serveurs, le nombre de managers, le nombre de workers, et tout est automatisé pour ce qui est du déploiement. Donc, sur le cloud, tout est automatisé, je n'ai pas besoin de déployer moi-même les serveurs. Une autre question, pour la gestion des certificats SSL, comment est-ce que ça se passe? En fait, ça dépend si vous avez déjà une autorité de certification ou pas. Si vous n'avez pas d'autorité de certification, les engines Docker embarquent dans leur code une autorité de certification. Et au moment de l'initialisation du cluster Docker, le Swarm dont on parlait tout à l'heure, la première engine sur lequel j'initialise mon cluster va activer une autorité de certification de manière à pouvoir générer des certificats électroniques autosignés et commencer la construction du cluster derrière en ajoutant des serveurs complémentaires. Donc, dans ce cadre-là, vous n'avez pas à vous préoccuper de quoi que ce soit, c'est le cluster Docker qui gère automatiquement les certificats électroniques. Si vous avez déjà une autorité de certification, vous pouvez vous en servir et déléguer la gestion des certificats à cette autorité de certification. Dans ce cas,
En effet, le cluster Docker ne générera pas de certificat auto-signé, mais utilisera les certificats qui sont mis à disposition par votre autorité de certification. Une autre question, si j'ai une image vulnérable, est-ce que c'est bloquant pour la déployer ou est-ce que je peux la déployer quand même? Alors, en fait, c'est une bonne question, ça dépend en fait de la configuration. Vous l'avez compris, avec Docker, on est assez configurable, personnalisable, et donc la plateforme, vous pouvez la configurer de différentes manières en fonction de vos besoins. Et donc, une des manières de la configurer, c'est bien évidemment d'empêcher les images vulnérables à aller en production pour vous assurer que tout ce qui s'exécute en production est bien sécurisé. Vous pouvez désactiver cette fonction-là de manière à pouvoir quand même déployer des images avec des vulnérabilités en production. Je sais que parfois, il y a certaines vulnérabilités qui sont relativement mineures et qu'on peut tolérer en production. Donc en effet, on peut quand même déployer ce type d'image en production pour peu qu'on ait configuré correctement la plateforme pour ça. Voilà, a priori il n'y a plus de questions. Et ce que je vous propose, c'est de respecter l'horaire que nous avions défini. Donc merci à toutes et à tous de nous avoir rejoints. Merci Stéphane. Et puis voilà, nous reviendrons vers vous par mail. Et donc n'hésitez pas à nous recontacter et nous espérons avoir le plaisir d'échanger avec vous bientôt. Voilà, bonne journée. Au revoir. Au revoir à toutes et à tous.